Ce soir, je voudrais continuer à aborder la façon dont il est possible de trouver ce qu'il faut de jouissance dans le parler. Dans la mesure où ce qui est en jeu dans le transfert, c'est effectivement cette dimension. Et la dernière fois, nous évoquions avec Lacan la façon dont il arrivait à formuler cette trouvaille, celle de la jouissance, à savoir la jouissance qu'il faut, et justement à traduire par celle qu'il ne faut pas. Il apparaît dans cette formulation, bien sûr, ce qu'il faut. Ce qu'il faut, renvoyons à la présence d'une faute de la jouissance, ou plus exactement, d'une faute de jouissance chez l'être parlant, et il est possible d'avancer que le développement du savoir scientifique depuis 300, 350 ans, 400 ans, progressivement, a conduit à mettre l'être parlant dans une position d'asphyxie, et que si la psychanalyse apparaît avec Freud, c'est parce que, et c'est tout à fait problématique pour Freud, puisque Freud finalement va toujours rester dans son ère à lui, c'est-à-dire le rapport et le recours à la science. Il apparaît donc que, c'est une supposition bien sûr, mais c'est une supposition que la pratique permet d'avancer, et non pas ce qu'on peut écrire. La pratique permet d'avancer si on considère la pratique comme une expérience de discours, et là on revient bien sûr à la façon dont Lacan a formulé la dynamique du transfert, que ce qui est en jeu dans le transfert, au-delà évidemment de tout ce qui pourra être trouvé, découvert, retrouvé, c'est justement le fait que ce que l'être parlant, du fait du développement, alors on va dire de la science, c'est-à-dire finalement, je crois qu'on peut dire ça avec Lacan, du discours du maître et du discours universitaire, parce que le discours universitaire, il le définit comme scientifique. Pour autant que ça s'articule à la pensée, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte évidemment le fait que la découverte de Freud, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées qui le dirigent. Alors, ce qui est en jeu dans la psychanalyse, ce qui ne convient pas, et il est important de remarquer que justement ce qui ne convient pas, c'est une façon de traduire Unbehagen, c'est-à-dire la façon dont Freud parle de ce que l'on a traduit
en français par malaise dans la culture, dans la civilisation. Donc, Unbehagen voulant dire ce qui convient, Unbehagen ce qui ne convient pas, ou alors ce qui convient comme manque, ou comme avec toute la problématique de Lacan autour de ce Donc, ce qui ne convient pas, c'est justement dans le développement d'un certain type de discours, qui est celui qui ne prend pas en compte l'inconscient. C'est comme ça qu'on pourrait dire le discours de la science. Il n'y a d'ailleurs pas à lui demander de le prendre en compte, puisqu'il est basé sur d'autres perspectives. Donc, ce qui ne convient pas, et donc, ce que la psychanalyse, comme praxis, comme discours, comme expérience, vient en quelque sorte assurer à l'être parlant, c'est ce qu'il faut de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. Il est absolument extraordinaire de constater, dès lors que nous sommes dans la position d'essayer de ne pas être pris par le sens de ce qui est évoqué, avec toutes les contradictions qui apparaissent, chez celui qui vient parler, dans le cadre de l'expérience du transfert, il est absolument extraordinaire, au sens de quelque chose qui sort de l'ordinaire, que ce qui est en quelque sorte attendu, c'est cette trouvaille qui concerne la jouissance. Encore convient-il, bien sûr, de préciser quelque peu la façon dont elle se déploie, le champ où il est possible de l'entendre, puisque bien sûr c'est pas le plaisir au sens habituel du terme. Le plaisir est plutôt effectivement une limite très définie de la jouissance. D'accord, à sa façon, on parle de la jouissance de l'idiot. Idiot au sens grec, puisque idios, bien sûr, ça veut surtout dire ce qui est propre. Donc la jouissance qui nous est propre, et là ça nous ramène à cette dimension de la jouissance, et ça supplémente les trois niveaux que Lacan avait développés tout au début de son enseignement, à savoir le besoin, la demande et le désir, puisque finalement la demande c'est le fait que le besoin passe dans les défilés du signifiant, on va dire du langage, et qu'il y a un reste qui soit cette dimension du désir. On pourrait presque dire que ces trois éléments peuvent en fait être noués, et que ce nœud particulier, cette trouvaille, ce serait une façon de parler de cette dimension de la jouissance, pour autant que, et j'insiste là-dessus, pour autant que il est posé qu'il n'y a pas de réalité qui soit prédiscursive. Ça, tout est là. Évidemment, s'il y a déjà une réalité avant le discours, à ce moment-là, on tombe sur le développement ontologique. Et ça, c'est effectivement le savoir scientifique qui finalement est le savoir psychologique, même si c'est une psychologie tout à fait bien élaborée comme étant non consciente, c'est-à-dire préconsciente. À partir du moment où effectivement vous est pris en compte le discours, c'est-à-dire avec Lacan la dimension de l'autre,
quelque chose ne peut plus être entendu autrement que par le fait que ce qu'il faut, c'est effectivement trouver ce qu'il faut de jouissance, non pas pour parler, c'est pas pour parler, c'est dans le parler. Et dans le parler, c'est pas dans la parole. C'est effectivement des nuances, substantif, le parler n'est pas la parole, je crois que c'est au-delà de la parole, et c'est à l'intérieur du langage. Enfin, c'est comme ça qu'on peut définir ça avec Lacan. Et j'ai été assez étonné, j'en ai parlé ce week-end dans un colloque organisé par notre mouvement Assistance au centre communautaire à Paris. J'ai été assez étonné d'avoir pu trouver dans un texte qui évidemment n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il a sans doute été écrit vers les années 70. Il s'agit de l'évangile de Luc, bien sûr c'est en grec, donc c'est pas le texte de départ, mais ce dont on parle, je crois que ça dépasse justement une traduction au sens de l'étymologie, c'est d'autre chose dont il s'agit. J'ai donc assez été étonné, et ceci est à remarquer que ce texte, donc les évangiles, sont intéressants parce que c'est un texte qui se situe, qui a été fait, qui a été élaboré, bien sûr à partir de quelque chose qui a été parlé, mais qui a été élaboré, bien sûr, dans cette église de Jérusalem, tout au début, et donc avant que le christianisme se développe, le mot chrétien apparaît, je crois, à Antioche vers les années 70, et le christianisme apparaîtra plus tard, avec tout ce qui va définir la religion chrétienne et les dogmes, et à ce moment-là, bien sûr, tout est bouclé, tout est fermé, alors que dans ces textes, il est possible, effectivement, de trouver quelque chose qui est très proche. J'en y fais part, et ce dont je parlais, c'est de la façon dont Luc rapporte, transmet quelque chose de cette jouissance dans une scène, dans une mise en scène qui est celle de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Je ne vais pas reprendre ces éléments-là dans la mesure où ils vont être in extenso sur le site, mais je vais seulement rappeler les trois mots grecs. Enos estin kreia. Bien sûr, les traductions, comme toujours, les traductions ne donnent pas tout à fait ça. Hein, le enos qui correspond à une chose, dans les traductions habituelles, qu'il s'agisse de l'île de Jérusalem, qu'il s'agisse de l'atome, qui est fait à partir de la Vulgate, insiste sur le un qui s'oppose au péripola en grec, c'est-à-dire au multiple. C'est-à-dire qu'il y aurait une seule chose qui conviendrait, alors que je crois que ce qui est beaucoup plus important, estin kreia, on peut effectivement le traduire, la traduction littérale c'est, il est d'usage que, on peut tout à fait le traduire par ce qu'il faut, c'est une obligation morale, hein, c'est j'ai besoin, c'est ce qui peut être une référence dans le bailli à l'évangile de Matthieu, qui dit que quand on a besoin de quelqu'un, hein, donc ce qu'il faut, c'est, alors Enos, j'avais pris la traduction que donnait le frère de Lacan, à savoir Marc-François Lacan, hein, qui est donc bénédictin, qui était bénédictin à l'abbaye d'Hautecombe, et qui avait été arrêté par ce passage-là, et où il
c'est pas rien ça. Ou en 87 à Strasbourg, il rendait hommage à Lacan à partir de ça. Ce qui me faisait dire que je pense qu'ils en avaient beaucoup parlé, explicitement je suppose, peut-être implicitement, et ce qui me rendait dans une certaine, je dirais, bonne heure, c'est que moi-même j'avais été arrêté dans ma jeunesse par ce passage. Je ne comprenais pas comment ce témoignage à ce moment-là pouvait venir dans la suite de ce qui est juste auparavant, à savoir la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire la façon de définir le prochain. Et nous savons bien sûr que Lacan est revenu à plusieurs moments sur la question de tu aimeras ton prochain comme toi-même, la dimension de l'amour, la dimension de la rencontre qui est au cœur de ces trois mots, et le fait qu'effectivement ce qui est ajouté pour ouvrir à partir de ces trois mots, c'est que Marie a choisi la bonne part. Et on sait que la dimension de la jouissance, c'est quelque chose qui met en jeu la dimension de la part. Et que, donc, ce que dit Jésus à ce moment-là à Marthe qui n'y comprend rien, ou plus exactement, elle a dû comprendre quelque chose. Elle a immédiatement dit non à celui qu'elle a pu donner au début en invitant Jésus. Et en fait, ce qu'ajoute donc Jésus, c'est elle a choisi la bonne part, et il ajoute, elle ne lui sera pas retirée. C'est quelque chose quand même qui, si on a effectivement une lecture véritablement théologique, c'est-à-dire athée, comme le dit Lacan, c'est les théologiens qui sont c'est les seuls à pouvoir être athées, qui portent à conséquence, dans la mesure où, bien sûr, là ça remet en cause tout ce qu'on peut dire sur le christianisme. D'ailleurs, ce n'est pas le christianisme dont il s'agit de témoignage. Alors je reviens à cette question-là, à cette question qui, vous voyez, est la jouissance. La jouissance ne peut être qu'une question dans la mesure où elle ne demande rien à personne, définition. Elle peut être trouvée, et c'est ce qui fait le ressort du transfert, c'est-à-dire que alors que l'être parlant ne cesse pas de parler, ne cesse pas d'écrire, ne cesse pas de commenter avec des mots qui sont les porteurs de l'être, puisque c'est ça, c'est en jeu dans les mots, et que tout ceci, cette dimension de ce que Lacan appelle le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, dit-il, vient recouvrir un impossible, qui est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, à savoir le réel du rapport sexuel. Eh bien, voilà la question. Alors que il n'y a pas de possibilité de rencontre, c'est ça l'enjeu, entre... Alors, quand Lacan parle du rapport sexuel, évidemment, c'est pas le rapport sexuel au sens habituel du terme, c'est la façon dont tout homme, et dans tout homme, c'est évidemment pas uniquement les hommes tels qu'ils sont définis à l'état civil, c'est un discours, on revient à cette dimension-là, c'est la façon dont le tout homme, qui est un discours qui tourne en rond, d'une certaine façon, dire c'est le penseur, c'est le discours articulé ou signifié, c'est la façon dont le tout homme peut arriver qu'une femme,
Oui, on retrouve la dimension du 1, ce qu'il faut c'est l'unique, articulé au féminin, c'est la façon dont une femme peut se produire, comme dit Lacan, en regard de ce discours du tout homme. Et là on est vraiment dans le discours, on n'est pas dans la répartition entre hommes et femmes habituellement. Et ce qui est en jeu, notamment, plus particulièrement, je pense à la fin de l'enseignement de Lacan, c'est cette référence au discours, c'est ce qui tourne autour de sa façon de ne pas cesser d'aborder cette question de l'encore, il va le dire, encore, dit-il, pour moi, c'est une façon de parler de l'élaboration du savoir du pas tout. C'est comme ça que ça lui vient, ça lui vient à un certain moment. Et donc, ce qui est en jeu dans le fait dans le parler, je crois qu'on aurait intérêt à prendre ça plutôt que la parole, parce que la parole c'est comme toute chose, c'est comme tous les mots, ça s'use, et c'est usé et ça s'use. C'est que ce qui ne cesse pas de s'écrire, ce qui vient recouvrir, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, alors, ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est la nécessité. Ce qu'il faut, c'est que ce qui ne cesse pas de s'écrire, la nécessité, cesse de s'écrire. Et pour que ça cesse de s'écrire, il faut que quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Et on en retrouve les 4 éléments. C'est-à-dire que, je reprends, ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est la nécessité, ce que Lacan appelait l'apparente nécessité de la fonction phallique, apparente, et qui vient recouvrir le réel, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Alors, il peut arriver, c'est ce qu'il faut au sens de l'obligation morale, au sens du estime créa de Luc, ce qu'il faut, c'est-à-dire cette jouissance qu'il ne faut pas, et ce qu'il faut pour autant qu'il y a faute, c'est-à-dire défaut de cette jouissance dans le discours habituel, qui est le discours, je dirais, universitaire, le discours du maître, et aussi le discours hystérique, mais enfin là c'est déjà quelque chose d'autre. Donc ce qu'il faut, c'est que cette jouissance puisse apparaître. Et ce moment-là, Lacan le nomme contingence. La contingence, c'est le moment où quelque chose cesse, non pas de s'écrire, de ne pas s'écrire pour qu'advienne le possible, c'est-à-dire ce qui cesse de s'écrire. Tout est dans la façon dont on fait la scansion des 4 éléments, qui permettent d'entendre quelque chose dans le discours de celui qui parle. Et quand ça cesse de ne pas s'écrire, c'est à ce moment-là que se produit effectivement quelque chose que Lacan va nommer l'écrit, et qu'il définit comme étant, de façon tout à fait énigmatique, dans Séminaire encore, comme ce qui retient les corps invisiblement. Et il ajoute, pour en donner une image, et là il s'appuie sur Spinoza, qui était assez fasciné par ce qui sortait du ventre de l'araignée. Alors, il dit, pour en donner une image, de quoi? De ce qui retient les corps invisiblement, cette dimension de la jouissance, qui est ce qu'il appelle le paraître de la surface. Alors c'est pas le paraître, P-A-R-A-I, accent circonflexe T-R.
c'est le para-être. P-A-R, E accent circonflexe, qu'il a défini auparavant, qu'il a même conjugué en disant, au lieu de dire je suis, on ferait mieux de dire je par suis, tu par es, il paraît, nous par sommes, vous par êtes, il par sommes. C'est-à-dire que c'est ce qui justement n'est pas lié à l'être, mais est à côté, para en grec, est à côté de l'être, et ce qui ne cesse pas d'être recouvert, ce qui sans doute a un rapport avec le réel, ce que seul le discours analytique peut prendre en compte, c'est comme ça qu'il l'introduit, et ce qui est habituellement, évidemment, et par définition, comme ne pouvant pas entrer dans le discours universitaire, qui rapproche du discours scientifique, c'est pas du tout pour le critiquer, c'est simplement pour arriver à parler, à faire cet écrit avec ces 4 lettres-là, vous savez, des 4 discours, arriver, et les barres correspondantes, arriver à définir le fait que le discours analytique, eh bien, c'est celui qui survient au moment de la contingence. C'est pas quelque chose qui tient. Mais quand c'est survenu, ce moment particulier, eh bien, plus rien n'est comme avant. Quelque chose, justement, de ce para-être, de ce para-être, est apparu, et donc, pour donner une image, c'est intéressant parce que ce séminaire qui s'appelle Image de la vie et vie de l'image nous fait aller aussi dans cette direction-là, une image assez insolite, assez particulière, assez étrange, et je crois qu'il faut effectivement pouvoir être arrêté, c'est-à-dire être dans cette situation d'étrangeté dont parle Freud, unheimlich, voire même d'inquiétante étrangeté, pour que lorsque tout à coup apparaît de ce point opaque, dit-il, du ventre de l'araignée, ce qui apparaît au niveau de ce qu'il a défini les paraîtres, le paraître de surface, c'est-à-dire la trace, c'est-à-dire quelque chose qui touche à la dimension de l'écrit. Ce qu'il développe à ce moment-là, c'est le fait que ce qui apparaît en ce point opaque du ventre de l'araignée, c'est quelque chose, dit-il, de miraculeux, à savoir, je le cite, ce travail de texte qu'est la toile d'araignée. Alors bien sûr, habituellement, notre imaginaire nous emmène directement vers des associations où bien sûr les cordes sont retenues là, mais alors on sait dans quel but. Alors que ce qui compte, c'est effectivement d'être étonné, arrêté, sidéré par le fait que cette toile ne vise pas particulièrement à prendre ceux qui viennent s'y prendre, mais est un écrit particulier qui attendra bien sûr celui qui pourra l'entendre. Et ce qui a retenu Lacan, c'est le fait que Spinoza était émerveillé, vous savez, par les araignées, et notamment par la création de ce que Lacan va nommer travail de texte, qui est donc la toile d'araignée. Ça nous... Je crois que ça nous ramène exactement au cœur du transfert, cette histoire de toile d'araignée, cette histoire de ce qui retient les corps invisiblement, parce que bien sûr, on sait tout ce qui apparaît dans le transfert chez celui qui vient parler, et on sait l'importance que celui qui est là pour entendre et non pas pour comprendre
celui qui est là pour entendre, celui qu'on appelle l'analyse, puisse quelque peu, du fait que lui-même est entré dans ce travail de texte, puisse quelque peu savoir où il est placé dans cette élaboration de savoir qui est le travail de texte. Il apparaît donc évidemment que, je pense que je ne vais pas aborder ce soir la question du mythe et de la musique, et pourtant je suis très proche de la musique, là, bon, mais il nous reste encore deux séances, je le ferai la prochaine fois. Il apparaît donc que ce qu'il importe, c'est pas de prendre et d'apprendre le savoir, en l'occurrence, c'est pas de comprendre à quoi sert la toile d'araignée. C'est de savoir s'il est possible de jouir de l'élaboration du savoir. Pour autant que le savoir qui est en jeu dans la jouissance est bien sûr un savoir qui s'invente, n'est pas un savoir déjà là, et que c'est quelque chose qui ne remet pas en cause la loi symbolique, mais qui sans doute interroge autrement la dimension de l'interdit qu'elle peut développer, d'ailleurs sur le mode de l'entredit, mais dans un entredit qui est, comme dit Lacan, entre les lignes. Et il est assez difficile de parler de leur articulation, d'autant plus que la loi, habituellement, c'est assez difficile à définir, pour autant que immédiatement, elle n'est pas sans faire apparaître la dimension du surmoi. Il ne suffit pas d'y rajouter un mot symbolique pour que les choses soient simples. Qu'est-ce que peut être une loi qui ne conduit pas dans une certaine direction, sauf, et c'est ce que l'on apprend dans l'expérience du transfert, sauf si la loi tourne ou aborde ou laisse ouvrir à cet espace particulier, cet espace de la substance jouissante dont parle Lacan, cet espace du signifiant, puisque c'est comme ça qu'il aborde la question de la substance jouissante, c'est-à-dire qu'il aborde ceci en disant que c'est le signifiant qui est la cause de la jouissance. Mais attention, c'est pas le signifiant ayant le moindre rapport avec le signifié. C'est le signifiant tel que, après de Saussure, le cercle de Prague, nous connaissons Jacobson, a montré à quel point il y avait une radicale séparation entre le signifiant et le signifié. Et ça pose effectivement la question de... Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de ce que Lacan a abordé comme étant la question de l'objet. Et je vais terminer là-dessus, sur la façon dont il aborde cette question du côté de la voix, parce que c'est quand même quelque chose d'important, et notamment dont il aborde cette question le 31 décembre 1974 à Rome, au début de son discours, intitulé La Troisième, dont il aborde, à partir de ce discours de Rome, de cette dimension de l'onomatopée, comme il le dit, et qu'il dit que ça va lui permettre effectivement de préciser que ce dont il parle, c'est des quatre objets, notamment de la voix, et quand il dit que la voix, effectivement, en tant qu'objet, c'est quelque chose qui s'évide de la substance qu'il y a au niveau du bruit. Pour
être mise au compte de l'opération signifiante. Alors, dit-il, alors, pour ainsi dire, la voie est libre. Libre d'être autre chose que substance. Voilà, ça a été là-dessus ce soir.